Quand j'étais petit, je voulais être volcanologue. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Je voulais être archéologue quand j'étais, je crois, au CE1 ou au CE2. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Mathilde Chevalier, consultante pour les entreprises. Je propose des accompagnements individuels sur mesure et j'anime des ateliers en groupe en m'appuyant sur l'intelligence collective. J'accompagne à la fois sur le mindset entrepreneurial et sur les étapes de projet concrètes et opérationnelles pour développer ton activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Belle écoute. Et il lui a demandé est-ce que tu veux faire les Jeux Olympiques. Moi je me suis jamais posé cette question. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Entreprends tes rêves. Aujourd'hui, j'interviewe Théa Lubac, qui a plusieurs casquettes, vous allez voir. Mais avant de commencer, Théa, je voudrais te poser la question de savoir si tu avais un rêve quand tu étais petite et s'il est lié à ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour. Alors oui, j'avais un rêve quand j'étais petite. Je faisais de la danse classique et je rêvais d'être danseuse étoile. Aujourd'hui, je rêve des Jeux Olympiques, donc on peut dire qu'il y a un lien, mais j'étais encore très loin du monde de la voile et du sport de haut niveau, donc ça a bien évolué, ouais. Tu avais ce rêve à quel âge de danseuse étoile et à partir de quel moment ça a commencé à basculer vers la voile ? Je pense que j'avais ce rêve aux alentours de 6 ans et c'est au même moment que j'ai découvert la voile. J'ai commencé et j'ai pas tout de suite rêvé des Jeux Olympiques, mais... À 6 ans, ce serait tôt. Non, mais du coup, pour la voile, c'est vraiment venu plus tard, mais au fur et à mesure, la voile a vraiment pris une place de plus en plus importante et j'ai arrêté la danse. Et je fais plus que de la voile maintenant. J'ai arrêté tous les autres sports et à 6 ans, du coup, tu commences l'optimiste, par l'optimiste. Ouais. Classiquement, en voile, on commence par l'optimiste quand on est un petit bout de chou, quoi. Et tu dis petit à petit, ça prend de la place. C'est-à-dire que tu faisais de la danse et petit à petit, tu te rends compte que la voile, c'est ton truc alors que t'es au primaire, quoi. C'est ça. Déjà, c'est pas venu de nulle part. C'est mon papa qui est entraîneur de voile. Du coup, la voile, on commence vers 5-6 ans. Donc, à 5 ans, il m'a mis sur un optimiste et je me suis régalée. J'avais plein d'amis à la voile. Donc, j'ai dit, je veux faire ça. Je veux faire ça. Au début, c'était que les samedis, je crois. Et en fait, c'était naturel. J'allais avec mon papa à la voile. J'étais tout le temps sur un bateau. Si j'étais pas sur l'optimiste, j'étais avec lui sur le bateau à moteur. Et petit à petit, il a commencé à m'accompagner sur les régates. On a fait de plus en plus de déplacements, d'abord au niveau départemental, après régional. Ça c'est venu très progressivement et à la fin, en optimiste, j'ai fait le championnat de France, donc étape par étape. Mais oui, au bout d'un moment, ça prend beaucoup de place tout ça. Et ce que j'entends, et ce qui est en lien pour moi avec ton premier rêve de danseuse étoile, c'est que très vite, tu te mets dans un état d'esprit de compétition. En tout cas, de performer. T'es à l'aise avec ça, très jeune. Ce que me racontait ton papa, par ailleurs, quand je lui ai parlé de cette interview, il me disait, mais ma fille, en fait, on débriefait ensemble. Il me disait, je me souviens des trajets qu'on faisait où on rentrait des régates ou des sessions de voile, quoi, et je débriefais avec elle. Et en fait, t'as baigné dans cette atmosphère, finalement, d'entraînement et de performance très jeune. Et ça te plaisait. Ouais. Oui, c'est vrai que je me rappelle passer des heures, 4 heures parfois dans la voiture, à débriefer avec papa. Et
Ouais, enfin, c'était une vraie passion et j'adorais naviguer. Et après, régater, c'est vraiment le truc qui me plaisait. Enfin, si je m'entraîne toute l'année, c'est parce que j'aime régater, j'aime la compétition, j'aime donner le meilleur de moi-même en fait, et ça dans tout ce que je fais, quoi. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui te plaît dans la compétition? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te porte? Bah, ce que j'aime, c'est... Alors, en voile particulièrement, c'est de tactiquer, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière, parce que du coup, la voile, il y a une partie de maîtrise du bateau, de réussir à aller vite, et il y a toute une partie de tactique où on a un parcours avec une ligne de départ, des bouées, une ligne d'arrivée, et le but c'est d'être le premier à l'arrivée, on part tous ensemble. Du coup, il faut réussir à tirer son épingle du jeu et se dégager des autres, aller là où il y a le plus de vent pour aller plus vite. Et ça j'adorais parce qu'il y avait toute une réflexion derrière de apprendre la météo pour comprendre comment ça fonctionne, comment le vent, les marées, les vagues, et comment utiliser tout ça pour gagner. Donc ça, vraiment, ça me plaisait. Et après, c'est de tout imbriquer pour tout bien faire. Et ça c'est pour tout, ça part de la préparation, de comment est-ce que je me prépare à ma régate, comment je prépare mon bateau avant de partir sur l'eau, comment je prépare ma course, je regarde où est-ce qu'il y a le vent, on fait des relevés, on navigue un peu pour tester le bateau, et après tout bien faire, comme si j'allais à un examen, je me prépare, je révise, et puis après je vais à l'examen et tout répondre à toutes les questions et tout bien faire. Tes premières régates, elles sont du coup entre tes 6 et 16 ans. Ça fait quoi de passer les étapes départementales, puis régionales, puis France? Tu vois, tu disais que c'était très progressif, mais finalement, est-ce que tu te rends compte en fait des échelons que tu es en train de passer à ce moment-là? Si jeune. Ouais. Non, je me rends pas compte, et au fur et à mesure que je progresse, je suis entourée de gens qui, pour eux, c'est normal en fait d'être au niveau régional ou d'être au niveau national ou quoi. Donc, vu que ça va progressivement, je me rends pas compte, et c'est vrai que je me rends compte quand je reviens dans le club où moi je vais faire des championnats nationaux, internationaux, et qu'en fait il y en a qui font toujours la départementale et qui sont restés à ce niveau, même si c'est très bien de faire de la départementale. Moi j'ai fait plein de choses sans vraiment m'en rendre compte, quoi. Ok, ouais, c'est pas une... Enfin, j'attendais pas de réponse, c'est savoir en fait si tu te rends compte, et effectivement tu vois que les autres, certains en tout cas à côté, restent au même niveau, là où toi tu progresses petit à petit dans ta catégorie. Là on est en optimiste. Ouais. Et est-ce que à quel moment il y a un déclic pour toi, parce que l'optimiste ça s'arrête à quel âge? L'optimisme, ça s'arrête à 15 ans. Ça s'arrête en 4e. Et je me rappelle bien, du coup, là, j'ai fait pas mal de performances en optimiste quand j'étais en primaire, quand j'étais en jeune, parce qu'il y a un changement de catégorie quand on passe de la primaire au collège. Et donc, j'ai eu des titres nationaux et tout. J'étais vraiment au top. Et c'est vrai que quand je suis rentrée au collège, je me suis un peu... j'ai consacré moins de temps, j'avais envie de passer du temps avec mes amis, j'avais un peu un rythme de vie différent, et en même temps j'ai grandi, donc j'avais un gabarit un peu moins adapté à l'optimiste, j'étais très grande pour mon âge, et du coup je performais un peu moins, mais ça m'a pas plus dérangé en fait. C'est comme ça, quoi. Tu changes, t'as d'autres préoccupations, t'es une adolescente, c'est clair. C'est moins prioritaire. C'était moins prioritaire, mais je prenais toujours du plaisir à naviguer, à faire mes régates, et ça prenait toujours beaucoup de temps, hein, mais j'avais un nouvel équilibre, si on peut dire, et c'est en 4e, du coup, arrivé à la fin de l'optimiste, où qu'est-ce qu'on fait après? C'est la question que tout le monde se pose. Souvent, du coup, on choisit pour partir sur un nouveau, changer de support. Est-ce qu'on préfère faire de la planche à voile, du catamaran, du 420 ou du laser? Et moi, j'ai pas vraiment eu le choix. Un jour, j'étais du coup au collège. Le vendredi soir, mon père il vient me chercher. Il a un laser sur le toit de la voiture.
Et il me dit on part en régate. J'adore. J'avais jamais fait de laser. J'avais jamais fait de laser, c'était tout nouveau. Et en plus, c'était pas une petite régate parce qu'on avait commencé par un demi-national. Donc il y avait tout le sud de la France, il y avait des Italiens, des Suisses, des Espagnols qui étaient venus. Donc c'était un gros niveau. Et moi, je n'étais jamais montée sur le bateau. Et je me vois avec mon père passer toute une matinée entière à essayer juste de monter le bateau. On était plus perdus l'un que l'autre. On ne comprenait pas dans quel sens il fallait mettre la voile et comment passer tous les bouts, les systèmes, les cordes et tout. Et j'en attendais rien du tout. J'étais juste contente d'avoir un nouveau bateau et d'essayer. Et voilà. C'était un peu stressant. En plus, j'étais toute seule. Il n'y avait pas mon père sur l'eau parce que normalement, du coup, mon père, il a un bateau à moteur et n'importe quel entraîneur, en fait, a un bateau à moteur et nous suit. Pendant les courses, on est tout seul, mais dès qu'on est entre les courses, on s'arrête, on vient à côté du bateau à moteur pour débriefer, pour discuter et tout. Et là, j'étais toute seule. Donc, okay. Parce que peut-être préciser par ailleurs que ton père est prof de voile. Oui, c'est vrai. Peut-être, oui, on aurait dû commencer par le début. C'est aussi pour ça qu'il est aussi impliqué dans ton parcours, c'est que c'est aussi sa passion. Il est très impliqué et du coup, il a effectivement le moyen d'aller sur les courses puisqu'il est entraîneur. Et en l'occurrence, quand il venait aux régates, il était ton entraîneur, j'imagine. C'est ça. Toutes mes années d'optimisme, c'était mon entraîneur. Et du coup, la première fois, sans entraîneur du tout. Et... Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi il n'a pas pu venir en tant qu'entraîneur à cette régate-là ? Je sais pas. Okay. Je sais pas. D'accord. Je pense que c'était peut-être compliqué niveau organisation de prendre un bateau à moteur, de l'emmener juste pour moi. Ok. Oui, je pense qu'il m'a fait confiance pour me débrouiller toute seule, mais du coup, c'est vrai que là, c'était beaucoup de nouveautés d'un coup. En plus, sur une grosse régate, et je connaissais personne. Donc là, c'est le comble. T'as été jetée du nid, quoi. Stress, c'est clair. Et du coup, lui, il est resté à terre. Donc en plus, il pouvait pas voir mes courses, il pouvait pas savoir comment ça se passait. Et heureusement, je me suis fait quelques amis, ça s'est bien passé, on a réussi à monter le bateau. Je suis partie sur l'eau pour faire la première journée de course. Et là, pour le coup, c'est un vrai déclic. Je ne saurais pas expliquer. C'est quand même assez proche, le laser et l'optimisme. Je suis arrivée, premier jour, j'ai tout gagné. Ah, t'as gagné cette régate carrément ? J'ai fini 4e. Ah ouais, quatrième et première française, ouais. Vu le contexte dans lequel tu navigues, effectivement, du coup, ce qui me vient, c'est comment tu gères la pression et la nouveauté ? Parce que t'as un climat, en tout cas dans le sud, qui est très variable. Ouais. Là où en Bretagne, tu vois, ça va plutôt s'installer et perdurer dans la journée. Tu me dis, c'est toi la spécialiste. Hein, ouais, non mais c'est vrai. Du coup, tu dois sans arrêt t'adapter aux conditions de météo du sud. C'est à prendre en compte. Ça, tu le travailles. Mais là, dans ce contexte-là, j'aimerais bien savoir comment tu as géré la nouveauté et le stress. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Et en plus, sans l'accompagnement de ton père. Je pense que le fait d'avoir été, comme on a dit, poussée du nid, c'est que j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passait. Si il m'avait dit 1 semaine ou 2 semaines avant, on va faire une régate, là j'aurais eu beaucoup plus d'appréhension de me dire comment ça va se passer, comment je vais faire. Là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passait, c'était stressant, mais en même temps, j'étais sur le fait accompli et il fallait faire. Donc j'ai juste fait. Après, j'ai fait ce que je savais faire avec mes outils et l'expérience que j'avais déjà. C'est sûr que, et quand j'y repense, je me rappelle d'une course ce jour-là où, sur la ligne de départ, j'étais un peu en panique parce que du coup, le bateau est beaucoup plus grand que l'optimiste. Donc, j'avais aucun repère, j'avais peur de me rapprocher des autres et de les cogner parce que le bateau était plus grand et je ne le maîtrisais pas. Et il s'est passé un truc qui m'est jamais arrivé une deuxième fois, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai du coup une des cordes qui est passée sous le bateau, qui était coincée, et je savais pas comment l'enlever. J'ai dû à moitié sauter à l'eau, j'ai raté le départ, je suis partie après tout le monde et tout, le temps de régler mon problème. Et je suis arrivée première à la boue au vent, en partant après tout le monde.
Parce que du coup, j'ai réussi à tactiquer, à voir le vent et à me raccrocher à ce que je savais faire. Et là, j'étais tellement contente parce qu'il y a quand même des gens que je connaissais, je les voyais en optimiste, des anciens qui étaient quand même super forts. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis devant eux? Je me suis dit, mais c'est pas possible, papa, il a trafiqué le bateau. Pour moi, on ne le dira pas sur l'antenne. Mais on lui posera la question. C'était ça. Ce que j'entends, en fait, c'est que face à un événement stressant, l'idée de le préparer en amont, finalement, aurait été moins productif. Là où le fait d'être au pied du mur t'as mis dans l'action et t'as enclenché tous tes mécanismes, tes automatismes, en fait. Et tu vois, si je devais rapporter ça à l'entrepreneuriat, puisque c'est l'objectif aussi, c'est de faire une passerelle, c'est que finalement, quand on a un événement ou un entretien ou un événement qui est important, faut, selon comment on fonctionne en tout cas, peut-être de pas trop le préparer en amont pour pas que le cerveau mentalise et fasse les pires scénarios sur comment ça pourrait se passer finalement. C'est une perte d'énergie, j'ai envie de dire. Là où tu prépares quelques jours, quelques heures, je vais pas aller jusque là, mais en tout cas quelques jours avant, et tu mets en place tes automatismes en partant du principe que tu sais faire. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que tu racontes. En fait, tu sais faire. Et faire confiance à ça. Ouais, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Après, cette méthode, je pense pas qu'il faille l'utiliser tout le temps. C'est dans les situations... Moi, je l'utilise beaucoup, inconsciemment d'abord, parce que c'est plus facile, en fait, de juste d'ignorer les situations stressantes. C'est uniquement les situations où, de toute façon, je peux pas m'y préparer. Là, faire ma régate en laser, même si j'avais su avant, j'aurais rien pu faire pour m'y préparer, à part stresser. Et du coup, là, je pense que c'est un moyen de repousser le stress. Et au final, je le repousse tellement que... T'as pas le temps de te faire absorber par lui. Et ce que j'entends aussi, c'est que finalement, tu fais le point sur ce que tu maîtrises et ce que tu maîtrises pas. Tu vois, en termes de méthodologie, c'est... ok, de toute façon, je l'ai jamais fait... mais dans l'inconnu, il y a toujours un connu, quoi. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais fait dans ces conditions-là, mais il y a un connu sur je connais la météo, je sais comment gérer un bateau, ça doit être à peu près pareil, et donc je mets ça au service de la nouveauté, quoi. Ok, super, j'adore. Moi, j'adore les passerelles comme ça de méthodologie, je kiffe, je suis au bon endroit. Donc tu as cette première régate de laser, tu as ce déclic où tu te dis, finalement, quel que soit le contexte, en fait, j'ai un sacré niveau, puisque tu arrives 4e, première française. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, ça va très vite et c'est encore un peu malgré moi. Je me rappelle bien, du coup, rentrer à terre, voir mon papa, lui dire, papa... c'est quoi ce bordel ? Papa, j'ai gagné les courses, je finis 4e, Et enfin, je me rappelle super bien de son regard et enfin, c'est dur à réaliser parce que ça s'explique pas trop de comment est-ce que comment j'ai pu faire ça, je sais pas trop. Et le soir même, en fait, il y avait le détecteur national de la fédération qui était là. Le détecteur, c'est quoi pour les novices ? Du coup, c'est quelqu'un de la fédération qui va chercher les jeunes pour recruter, pour rentrer dans les structures de sport-études. Ok, il repère. C'est ça. Et il y avait un stage qui était organisé après un stage de détection et tout. Moi, j'étais pas invitée parce que t'étais pas connue. Voilà. Tu n'existais pas pour le moment, t'étais pas repérée. Ouais, exactement. Et par hasard, je m'étais fait amie avec une des filles qui participait au stage. Sur l'eau, on préparait nos courses ensemble et j'allais voir cet entraîneur pour lui donner ma gourde et ma nourriture vu que mon papa n'était pas là. Et c'est qu'après que j'ai appris qu'en fait c'était un détecteur, si on peut dire ça. Et ouais, le soir même, il est venu voir mon papa et il lui a dit votre fille, faut qu'elle vienne, faut qu'elle fasse des essais. Faut qu'elle s'intéresse à rentrer en pôle espoir. Et là, c'est plein de choses où moi, je me suis jamais projetée là-dedans. Je me suis jamais dit que je voulais continuer à faire du haut niveau, du sport-études. C'était pas du tout l'optique. Moi, je faisais de la voile 1 à 2 fois par semaine. Je faisais les régates, mais ma vie tournait pas non plus
qu'autour de ça. Et là, c'est un gros changement. Donc ça arrive pendant mon année de 4e. Donc t'as 14 ans, 15 ans? Ouais, 14-15 ans. Je réalise pas trop. Je trouve ça cool, juste. Je me dis, c'est bien. C'est gratifiant de voir que ce qu'on fait s'est mis en avant et qu'on croit en nous. Du coup, on m'invite à commencer à aller faire des stages, sachant que le pôle espoir en laser, il n'y en a pas chez moi. Donc, le plus proche, c'est Marseille. Ok, parce que tu habites à 7. J'habite à 7, entre 7 et Montpellier. Et Marseille, c'est pas à côté. C'est pas à côté, mais petit à petit, on fait les allers-retours avec mon papa pour que je puisse m'entraîner avec le groupe de là-bas. Ils m'invitent sur les stages, je fais des régates avec eux, je commence à multiplier les entraînements, tout ça. J'ai oublié de préciser un truc. Vas-y, je t'en prie. J'ai une question après. Vas-y, je t'en prie, Claire. Alors, avant de vraiment aller m'entraîner régulièrement, j'ai quand même fait le championnat de France. En laser? En laser. En fait, la même année, du coup, l'année 4e, grâce à cette première régate, j'ai été invitée au championnat de France en laser, sachant que je devais déjà faire le championnat de France en optimiste. Du coup, j'ai fait 2 championnats de France dans 2 catégories différentes la même année. Et le championnat de France de laser, j'ai fait qu'une seule régate. Pendant toute mon année, je suis retournée en optimiste et j'ai quand même fini mon année en optimiste. Et je viens juste sur le championnat de France avec peu de préparation, parce que du coup, c'était pas encore vraiment ma catégorie. Et je finis 3e. Okay. Donc ça, c'est pareil, une super surprise. Ouais, c'est une première réussite et ça confirme un peu tout ça. C'était pas juste le coup de chance d'une compétition, ça peut arriver, une compétition où il y a les conditions qui me vont bien et c'est la régularité. C'est finalement la régularité dans tes performances qui enclenche autre chose, quoi. Ouais. Tu te dis, oui, la première, à la rigueur, en plus tu pars après, enfin il y avait des conditions qui étaient réunies, pas forcément pour que tu réussisses, ça peut être la chance du débutant. Moi j'ai un truc avec ça. Sur les premières activités que je fais, tu vois, mais genre je me souviens de ma première fois au poker, j'ai éliminé un joueur au premier tour, tu vois, et j'avais même pas compris ce que j'ai fait. Il était dégoûté. C'était un de mes managers en plus, tu vois, il y a eu un truc qui s'est joué, j'ai adoré, la chance du débutant. Mais sur la deuxième régate où tu concours aux France, ça se confirme, et il y a un truc dans ta tête qui s'enclenche où pourquoi pas continuer finalement, parce que j'ai le niveau. Et c'est là que du coup je commence à vraiment aller m'entraîner à Marseille et j'arrête complètement l'optimiste parce que c'est la fin. Et je me consacre de plus en plus à la voile sérieusement. Je me rends compte que je peux vraiment en faire quelque chose de tout ça. Et ce premier championnat de France, c'est vraiment un moment important parce que faire 3e, en plus il y a une vraie progression pendant la régate. C'était tellement nouveau que de jour en jour, ça dure 5 ou 6 jours un championnat de France. Entre le premier jour et le dernier jour, j'ai vraiment progressé et je naviguais de mieux en mieux sans mon papa parce que lui il était entraîneur d'optimiste, donc c'était pas avec lui que je suis partie faire le championnat de France. Et je me rappelle appeler mon père et c'est fou c'est ton rock en fait. Qu'est-ce qui se passe, comment je peux arriver à faire 3e au championnat de France avec si peu d'entraînement et du coup tu changes d'entraîneur? Oui et non. Du coup, je m'entraîne avec Marseille, donc il y a l'entraîneur de Marseille qui s'occupe de moi. Mais après, les semaines où je suis pas à Marseille, où je suis pas en stage, je m'entraîne toujours avec mon papa. Ouais, c'est lui qui te coach sur le long terme. C'est ça. Et Marseille est en relais. De temps en temps, je vais là-bas, je vais faire une semaine, je vais faire une compétition vers là-bas et je m'entraîne avec eux. Et c'est une année un peu comme ça, à faire les allers-retours. On m'a proposé d'aller dès la 3e à Marseille, mais c'était beaucoup trop rapide pour moi. Il y a eu une semaine entre le championnat de France et la rentrée. Je me suis dit non, si je peux pas déménager en une semaine, partir à Marseille, je veux finir mon collège. Et c'était bien, je pense, cette option d'y aller progressivement et oui, de pas tout chambouler d'un coup. Ouais. C'est-à-dire dans la même année, tu prends la mesure de ton niveau. C'est ça. Changer d'environnement, te séparer de tes amis de l'époque et de ta famille, puisque ce que j'entends depuis le début, c'est quand même que ton père, en tout cas, est extrêmement impliqué dans ton parcours. Tout modifier d'un coup, c'était trop pour toi. Ouais. Et c'est une grande preuve de maturité, finalement, de te dire j'attends un an pour me
me préparer à la suite au lycée, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis contente d'avoir fait ça et ouais, je me sentais pas de quitter tous mes amis, c'était aussi hyper important pour moi. Enfin, comme je le disais quand j'étais encore un optimiste, la voile prenait pas tant de place, donc du jour au lendemain, passer de... Ouais. C'est un sport où je m'éclate. C'est ma passion à... J'en fais quelque chose de presque professionnel. Ouais. Là, c'est la direction que ça prend ça. En intégrant le Pôle Espoir l'année d'après, en fait. Exactement. Et du coup, je commence à faire des stages, à me rapprocher du Pôle Espoir. Je suis invitée sur des stages nationaux où on discute, on rencontre d'autres séries, on essaye d'autres bateaux. C'est des gros regroupements avec toutes les meilleures filles de France, organisés par la fédération. Et ça, c'est pareil, des moments importants pour moi parce que je me rends compte en fait de ce que ça implique, ce que c'est le sport-études, parce que je me rends pas trop compte. Moi, je trouve juste ça cool de me dire que je vais faire de la voile et que je vais moins aller en cours. Et il y a un message pour l'éducation nationale là. Hein. Non, mais je m'ennuie un peu en cours, donc ouais, ça me donnait vraiment envie, mais je me rendais pas compte de ce que c'était. Et du coup, de faire ces stages, de rencontrer des filles plus âgées qui ont fait des années en Pôle Espoir, qui savent ce que c'est. Du coup, le sport-études, c'est divisé en deux catégories. Il y a le Pôle Espoir, c'est quand on est au lycée. Et le Pôle France, c'est après le lycée, donc c'est aménagé avec les études. D'accord. Et la voile. Et du coup, de voir ce que c'est, le Pôle Espoir. J'y passe pas mal de temps. Je découvre le milieu. Et je me rappelle d'un entretien avec l'entraîneur de Marseille où on avait tout un entretien en fait pendant le stage. Et la fille qui passe avant moi et tout, elle revient et tout le monde lui dit alors qu'est-ce qu'il t'a demandé, C'était le stress de l'entretien. Et il lui a demandé est-ce que tu veux faire les Jeux Olympiques? Moi je me suis jamais posé cette question en fait. Et là elle dit bah oui, j'ai répondu oui, bien sûr je rêve de faire les Jeux Olympiques. Et toutes les filles elles sont à fond, elles disent que c'est trop bien, qu'elle aussi elle veut faire les Jeux Olympiques. Et moi je me dis mais attends salut. C'est vrai, je peux faire ça, c'est quoi? Je me suis jamais posé la question en fait. Moi je voyais juste à court terme de faire du sport-études. Et comment t'imaginais les choses d'ailleurs à court terme avant d'envisager les Jeux Olympiques? Comment t'envisageais ça? Comment tu disais que tu t'avais découvert le milieu? Qu'est-ce que ça te fait finalement de découvrir ce milieu-là? Qu'est-ce que tu te dis à court terme? Y a une part de c'est stressant de partir vivre toute seule à 15 ans et de tout chambouler comme ça. Donc je fais comme pour la première régate, j'ignore. Je mets sous le tapis. Je me dis ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Je vais juste continuer à faire mes cours et faire de la voile et ça va bien se passer. Et je déménagerai plein de fois, je vais me refaire des amis et ça va bien se passer. Et ouais, je sais pas. Tu fais au jour le jour en fait. Ouais, moi ce que j'entends c'est que tu fais au jour le jour, c'est-à-dire là ça me plaît encore de faire de la voile à haut niveau. Tu fréquentes des gens qui sont habitués de ce milieu. Ouais. Et on verra bien. En fait. Voilà. C'est tellement de changements déjà, de chamboulements pour toi dans ton univers d'adolescente quoi, à 15 ans, que finalement tu vois pas plus loin que ça. C'est pas grave, hein, c'est pas une question, tu vois, y a pas de, j'attends pas de réponse, mais ce qui me questionne aussi, c'est est-ce que ça change quelque chose chez toi de te confronter à des gens qui ont le même niveau que toi ou qui sont peut-être plus fortes que toi? Parce que jusqu'à présent, tu voyais les gens de ton club qui restaient au départemental, tu vois, ça fait quoi tout à l'heure? Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge chez toi par rapport à ça? Ou pas, hein? Ouais, je me rappelle justement de ce stage où il y avait Violette d'Orange et son équipière qui étaient venus et qui nous avaient raconté leur sélection au championnat du monde jeune, comment ça se passait en Pôle Espoir, comment elles avaient fait un podium au championnat du monde jeune. Et là, c'est tout nouveau pour moi. Moi, j'ai jamais fait de championnat du monde. Je trouve ça génial. Je me dis, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça. Et je découvre. Les Jeux Olympiques, c'est moins concret. On me dit, t'as envie de faire les Jeux Olympiques? Tout le monde dit oui. Donc, moi, je dis oui aussi. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a fait. Okay. Je sais pas vraiment ce que c'est.
Mais en tout cas, à court terme, d'aller en pôle espoir et vouloir faire les championnats du monde jeune, ça c'est un truc que on m'en parle, je vois ce que c'est et ça me donne envie. Donc voilà. Et ce que j'entends aussi, c'est que l'atmosphère, elle est quand même compétitive dans le sens, on fait de la performance, mais j'entends quand même qu'il y a une bonne ambiance. Ouais. Tu vois, ce qui pourrait... je sais pas comment c'est dans les autres secteurs sportifs. En tout cas, l'a priori que j'ai, moi, c'est plus tu montes en niveau, et plus la compétition, elle peut, abîmer les relations, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. En tout cas, en pôle espoir ou en pôle France. À ce moment-là, non, ça se passerait bien. Après, je me rends compte que quand même, il peut y avoir des tensions une fois que je vais vraiment rentrer en pôle espoir. Parce que du coup, là, c'est une année de transition où je découvre le milieu, mais je suis pas encore... j'ai pas déménagé, je suis encore à Montpellier. Je fais les allers-retours et je me consacre pas encore à 100% à ça. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas de tension. Et c'est qu'après que je les découvre, je me rappelle avoir vraiment m'être rendu compte de ça à mon deuxième championnat de France. Où là, j'y vais clairement pour gagner et du coup, il y a un peu de pression, mais voilà, je sais que je peux gagner, donc voilà, il faut juste, comme on disait, faire ce que je sais faire. Et j'y vais, et en fait, je fais une super performance et je gagne avant la medal race. Sachant que... Ça veut dire quoi, ce que tu viens de dire ? Voilà. La medal race, c'est le dernier jour, on fait une dernière course en prenant que les 10 premières. D'accord. Et la course compte double. Et en général, c'est là où tout est déterminé et tout se joue. Et en fait, moi, j'ai déjà gagné avant d'y aller parce que j'ai plus de 20 points d'avance sur la deuxième. Et ça, c'est un truc qui arrive rarement. Du coup, moi, je vais à ma medal race. Tranquille, quoi. Vraiment tranquille, les mains dans les poches, genre, c'est bon. Ok. C'est bon, si je peux gagner la dernière, c'est cool. Mais en fait... Ouais, c'est un peu comme passer le brevet alors que t'as les points d'avance, quoi. C'est ça. Genre, alors j'y vais pour la déjà. forme. J'y vais pour la forme, mais bon. Vraiment. Voilà. Et donc, moi, génial, tout le monde me félicite alors qu'on n'a même pas fini la compétition. Et à côté, j'ai toutes mes copines parce que toutes les 10 premières, c'est toutes mes amies en fait. Et enfin, même les autres, moi je connaissais tout le monde, j'étais amie avec tout le monde. Et en fait, là, il y a un peu une sorte de jeu des alliances qui se met en place où. C'est les sudistes contre les nordistes. Et moi, je découvre ça, sachant que moi, je suis amie avec tout le monde. Et en fait, vu qu'on n'est que 10, il y a un peu de compétition. On joue la médaille. Donc, les sudistes, elles vont essayer de s'aider pour passer devant. Et les nordistes aussi. Et du coup, on vient me demander, Théa, tu peux nous aider Ok, et là, je me dis, mais je savais même pas que ça existait. Du coup, moi, je leur dis à toutes, je fais ma course, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ma course, en fait, et je les laisse faire, mais j'étais un peu déçue de voir que c'était un truc qui se faisait. Mais c'est le milieu de la compétition, c'est pas très léger. Alors, comme vous avez pu le constater, on a été coupé, chers auditeurs. Je pense qu'on est sur écoute, car Théa était en train de nous dire que la stratégie de s'allier sur cette partie-là de la compétition n'est pas légale. Voilà, mais ça fait partie de la réalité du terrain, on va dire ça comme ça. Et pendant que j'étais en train de remettre des piles dans le Zoom, je lui disais que moi je trouvais ça très beau finalement qu'il y ait une alliance qui se constitue pour faire gagner l'équipe en fait. Que tu disais Théa que finalement c'est un sport individuel et là ce qui se passe dans des enjeux où il y a du niveau, c'est que finalement il y a une fédération du collectif au mépris de l'individuel et que si ce n'est pas légal, en tout cas moi je voyais la belle part, mais du coup tu gagnes cette régate, tu les vois se chamailler derrière toi et tu gagnes cette partie-là de la régate. J'adore. Donc arrêtez de vous chamailler et pensez à performer quoi en fait. On va plus vite quand on se concentre sur soi et qu'on fait sa course tout seul. Mais ouais, je découvre ça et je le découvre après vraiment quand je rentre en pôle espoir où c'est un fonctionnement de groupe. On a un groupe toute l'année, on est ensemble 24 heures sur 24 presque parce que on s'entraîne ensemble, on fait nos préparations physiques ensemble, on est en cours ensemble, souvent on est à l'internat ensemble. Et là, c'est la vraie vie de groupe.
C'est nouveau parce que moi, mon groupe en optimiste, on se voyait un week-end par semaine, on vivait pas ensemble, quoi. Ok. Et tu vis bien cette proximité avec on va dire quoi, tes partenaires de compète? On dit partenaire, ouais. On dit partenaire? On dit partenaire. Bah ouais, c'est trop bien quand t'es ado. Faut savoir, quand on part en compétition, du coup, souvent on part les grosses compétitions, on part une semaine, voire plus. Et du coup, le fonctionnement, c'est on part en groupe, on loue une maison avec l'entraîneur. Et du coup, c'est la vraie vie de communauté où il faut faire des groupes pour faire la vaisselle, faire à manger. Nous, on a 16 ans et on doit se débrouiller tout seul. Et on est trop contents. Et comme si on faisait une grosse coloc tous ensemble. Ouais, donc, c'est le premier chemin vers la liberté, en fait. C'est trop bien. Franchement, c'est des super bons souvenirs. L'internat, pareil, on vit tous ensemble. Ouais, l'internat, pour l'avoir vécu en terminale, c'est une de mes meilleures années, quoi. Ouais. C'est trop bien, l'internat. Et pour ça, le Pôle Espoir, c'était génial. Moi, j'avais tellement hâte tout le temps de partir en compète pour me dire on va être tous ensemble, on va avoir une super maison. Trop bien. Et non, ça, c'était génial. Et après, voilà, c'est garder un collectif soudé, même quand on est en compétition, parce que du coup, à terre, en général, ça se passe très bien, mais c'est quand on arrive sur l'eau, où on s'entraîne tous ensemble, on a tous le même niveau, et du coup, forcément, on est en compétition, et on va se battre parfois pour gagner la première place, pour gagner des sélections. Ça, c'est un truc qui est vachement difficile à gérer, parce que tous les ans, il y a la sélection au championnat du monde jeune, et il n'y a qu'une seule place. Donc tu dois t'entraîner avec tes partenaires, sachant qu'à la fin de l'année, ça va être tes concurrents. Donc savoir progresser ensemble et à la fois faire la part des choses et se mettre en compétition quand il faut, c'est un truc qui peut être dur à gérer, ouais. Et comment ton entraîneur, ou vos entraîneurs, quel est le discours des adultes qui vous entraînent à ce sujet-là, sur ces sujets-là? Est-ce que vous les abordez ou pas, d'ailleurs? Je pense que ça dépend des entraîneurs. Okay. Moi, l'entraîneur que j'ai eu en Pôle Espoir a toujours valorisé le groupe et il nous répétait souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, c'est vraiment du travail, c'est pendant 3 ans, on doit travailler ensemble et c'est pas en allant s'entraîner tout seul qu'on va devenir le meilleur, c'est en s'entraînant ensemble, sachant qu'il y a plusieurs Pôle Espoir en France, donc on n'est pas en compétition qu'entre nous, on est aussi en compétition contre les autres Pôle Espoir. Quand il y a un Pôle Espoir qui est soudé et où le groupe arrive à se tirer vers le haut et progresser ensemble, souvent en fait pendant qu'il y en a un autre qui se tire dans les pattes, c'est celui du Pôle Espoir soudé qui gagne. D'accord. Et du coup vous arrivez à gérer ça? Du coup tu considérerais que ton pôle était soudé malgré les tensions que tu évoques par rapport aux autres Pôles Espoir? Vous arrivez à vous porter et au bout de 3 ans, si j'ai bien compris, la sélection elle est tous les 3 ans, et au bout de 3 ans, on sent qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui se distinguent et que le groupe accepte de les porter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as ressenti ça? Ouais. J'ai eu la chance d'être sélectionnée assez facilement en fait. La compétition, on n'était pas à se battre pour chaque point et tout. Donc c'est vrai que j'ai été sélectionnée sans trop avoir à me battre et ça a été. Mais c'était une vraie réussite. Mais l'année suivante, je me suis blessée. Et là, ça a été hyper dur à gérer parce que là, pour le coup, on était vraiment toutes concurrentes. Et ça a été une sélection par jury. Donc une décision, pas sur un résultat, mais prise en salle par un comité. Et là, du coup, c'était hyper dur pour notre groupe parce que on le méritait toutes, on voulait toutes y aller. Et la décision, elle a été prise par des personnes externes. Et j'ai pas été sélectionnée. Et je sais que... Je pense que je suis pas la seule, mais je l'ai vraiment mal vécu. Je trouvais ça injuste et difficile à accepter. Et en même temps, t'as envie de te réjouir pour ta coéquipière avec qui tu t'es entraînée pendant 3 ans. Et en même temps, t'as envie d'être à sa place. Bien sûr. Ouais, c'est un tiraillement, j'entends. Ouais. Hein. Et sur quels critères le jury, il évalue? C'est une bonne question. Je sais pas. Ça dépend des années. En général, il y a une compétition de référence. C'est-à-dire on dit ça va être le championnat de France et la championne de France, c'est elle qui est sélectionnée. Et là, c'est facile parce que du coup, on se pose pas la question. Mais il y a des fois où c'est un peu plus flou
Et là, par exemple, cette année, vu que j'étais blessée, j'avais pas pu participer à l'épreuve de sélection. Et du coup, il s'était dit, est-ce qu'on renvoie Théa, mais elle a pas fait la sélection, ou est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre? Et c'est là que ça devient très compliqué. Et ouais, c'est un vrai sujet. Et ça nous fait beaucoup apprendre sur nous-mêmes, de à quoi on est prête pour gagner, pour y aller. Parce que malgré tout, on fait beaucoup de sacrifices pour tout ça. Et le championnat du monde jeune, c'est le plus beau résultat qu'on puisse faire. Donc, c'est important, ouais. Et du coup, t'en as passé un? T'as été sélectionnée pour l'un d'entre eux? Okay. J'ai été sélectionnée quand j'étais en première. Okay. Donc déjà, ça c'est assez rare. En général, on n'y va qu'une seule fois et c'est notre année de terminale. Donc c'était une réussite d'être sélectionnée dès la première. Et en plus, je fais 3e. Et ça, c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis 12 ans. Donc, pour la France, tu veux dire? Pour la France, ouais. C'était vraiment exceptionnel de faire ce résultat. Ça faisait 12 ans qu'il n'y avait aucune Française qui avait fait un podium au championnat du monde jeune. Et je sais pas combien de fois c'est arrivé avant, mais pas souvent. Okay. Donc ça, c'est pareil, un moment très important dans ma carrière. Ne me demandez pas si cette histoire est vraie. Une histoire est vraie par le simple fait qu'elle est racontée. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas si je vais partir ou rester, si je vais vivre ou mourir. Tout ce que je peux faire, c'est continuer, comme je l'ai toujours fait, un pied devant l'autre, une respiration après l'autre. Je veux croire que ce que je fais compte, que mes pensées ont une portée au-delà de ces murs, de cette maison, de ce système. Je veux croire que l'espoir existe, quelque part. La servante écarlate de Margaret Atwood. Quand je t'entends là, depuis qu'on discute, finalement j'entends que toi c'est pas tant les déceptions ou les échecs qui te forgent, c'est plutôt les réussites qui confortent, qui enclenchent, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ça renforçait un truc qui était déjà présent. T'es d'accord avec ça? Ça me fait penser à du coup mon entraîneur que j'ai eu quand même pendant 3 ans au Pôle Espoir, et comme je disais, on passe beaucoup de temps tous ensemble, et il me disait ça, tu mets dans ta poche confiance. Et c'est un truc, moi je me moquais de lui presque quand il me le disait, et en fait maintenant j'y repense et je me dis quand j'ai des moments difficiles, parce qu'on gagne pas toutes les compétitions, parfois on a des difficultés, et je me dis en attendant je l'ai ma médaille, et j'ai fait ça et j'ai réussi à faire ça, et genre il y a des choses qu'il faut garder. Ouais, ce serait une invitation que j'aurais envie de faire, c'est finalement avoir sa petite boîte confiance, quoi. Tu vois, tu parles de la poche, j'aime beaucoup l'image. En fait, c'est presque de façon régulière, rédiger, avoir en tout cas un support, quel qu'il soit, pour centraliser finalement toutes ces réussites, pour t'y accrocher en période de doute, ou si tu vis quelque chose pour la première fois. Dans l'entrepreneuriat, il y a le syndrome de l'imposteur, peut-être que tu as déjà entendu ce terme, qui est très très présent chez les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors peut-être aussi dans le salariat, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat on en parle beaucoup. Et j'aime bien cette invitation de je crée ma boîte, ma poche de capital confiance, à laquelle je peux me référer en moment de doute. Prochaine invitation. On arrive en terminale. Moi j'adore. J'ai passé 4 heures sur ton parcours parce que, en fait, tu partages beaucoup de choses sur l'état d'esprit. Et c'est quelque chose de très important, je trouve, l'état d'esprit, d'avoir un état d'esprit de vainqueur, en fait. Et d'être dans un pragmatisme et un sang-froid du vainqueur, quoi. Vraiment sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe en terminale après d'enchaîner sur le parcours avec Dauphine? J'aimerais bien que tu nous racontes cette dernière année. Du coup, cette dernière année, beaucoup de changements grâce à cette performance, 3e au championnat du monde. On m'a ouvert toutes les portes. Moi, je disais que j'étais traitée comme une princesse parce que le Pôle Espoir, c'est bien, c'est une structure tournée vers le haut niveau, mais c'est pas encore vraiment du haut niveau. On s'entraîne, on a 4 entraînements par semaine,
de préparation physique, mais le vrai volume du haut niveau, c'est beaucoup plus. Et du coup, là, c'est l'entrée en Pôle France. Okay. Du coup, j'en discutais tout à l'heure pour les études supérieures. Et en fait, cette entrée en Pôle France, je l'ai fait dès la terminale. Donc avant l'âge normal. Oui, là où normalement tu le fais après le bac. Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, j'ai une année de terminale qui est vraiment bizarre parce que je m'entraîne avec le Pôle Espoir, mais en même temps, je suis invitée avec l'équipe de France. Et là, il y a un gap énorme parce que je passe de juste m'entraîner avec des gens de mon âge, qui ont mon niveau, à m'entraîner avec les meilleures françaises et les meilleures athlètes du monde. Et là, c'est une nouvelle découverte de tout, quoi. Oui, c'est dans la continuité de ce que tu disais au début, c'est que c'est progressif, tu vois, ton entrée dans le haut niveau. Et tu pourrais nous raconter finalement, ce serait quoi une année type à haut niveau, qu'on puisse se rendre compte, parce que en Pôle Espoir, tu as dit que vous aviez 4 entraînements plus 2 préparations physiques. Ouais. En quoi ça consiste en Pôle France ? En Pôle France, c'est organisé complètement différemment. On fait des blocs. Donc on n'a pas des entraînements réguliers toutes les semaines, on part pendant 2-3 semaines, on fait que naviguer, et après on va retourner en cours ou au travail, parce qu'en fait les filles en équipe de France, elles ont fini leurs études et elles travaillent en général, et on va passer 1-2 semaines à travailler, puis on va retourner s'entraîner pendant 3 semaines. On s'entraîne pas sur place, en général on est en déplacement, on va essayer de retrouver des étrangères pour créer des groupes d'entraînement. On a des compétitions partout dans le monde, donc on bouge beaucoup. On a un rythme qui est complètement différent et qui est plus aussi régulier qu'en Pôle Espoir où on répète la même chose toutes les semaines en fait. Là, c'est pendant 3 semaines, t'es aux Canaries, puis tu prends l'avion, tu reviens en cours 1 semaine, puis tu reprends l'avion et tu repars autre part. Et tout ça, c'est nouveau et je le fais en terminale. Alors que moi, je suis censée être au lycée, elle est en cours toutes les semaines. Ouais, avoir des préoccupations de ton âge, c'est-à-dire passer le bac, quoi. Avoir un petit copain, à la rigueur, quoi. Première soirée, enfin bon, voilà, t'expérimentes, non. De cette manière. Du coup, les soirées, non, pas très très rarement. Les cours, pareil, j'y suis allée 1/3 de l'année. J'ai fait que 1 trimestre pendant mon année terminale. Moi j'étais trop contente parce que encore un message pour l'éducation nationale. Je voyais que j'arrivais à récupérer mes cours en beaucoup moins de temps que ce que j'aurais passé en étant au lycée, donc je trouve ça beaucoup plus efficace. En même temps je navigue plus, j'arrive à gérer les cours, j'ai toujours eu des bonnes notes, donc c'est plus facile à gérer. Je pense que tout le monde n'aurait pas pu se permettre de faire ça et de rater autant de cours. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, je vais avoir 16 de moyenne. Et j'ai toujours eu 16 de moyenne, mais tout juste. Et c'était vraiment mon objectif et je voulais pas avoir plus parce que pour moi, 16 de moyenne, c'était suffisant pour réussir tout ce que je voulais faire, être prise dans mes écoles, dans mes orientations. Et du coup, je me suis dit, je vais avoir 16 de moyenne cette année de terminale. Ce qui a été quand même un gros challenge parce que... j'étais jamais en cours, je revenais, il fallait que je fasse des contrôles sur des cours que j'avais jamais vus. Parfois, j'ai fait des bacs blancs le soir de 18 à 22h dans le bureau de la CPE au lieu de manger et de dormir tranquille, d'être avec les autres. Donc, c'était vraiment un rythme particulier. Mais j'ai adoré, moi j'étais trop contente. J'avais qu'une envie, c'était de repartir et de retourner m'entraîner et de voyager. Et tu l'as dit plus ou moins, mais finalement, les cours, tu avais des capacités en cours. On y reviendra après sur comment tu t'organisais en termes de concentration et d'organisation. Mais finalement, les cours, c'est comment dire, tu te fixes l'objectif du 16 de moyenne. Ouais. Et j'aime beaucoup cette réflexion de ta part, c'est-à-dire que tu fixes l'objectif qui te permet de t'ouvrir les portes pour la suite, mais pas plus, parce que ça t'aurait pris trop de temps et d'énergie par rapport à l'objectif premier qui était de naviguer en Pôle France. C'est ça ? Ouais. Et j'aime beaucoup cette approche, et je sais pas comment le formuler en invitation, mais c'est finalement, soyez clair sur l'objectif pour pas perdre d'énergie sur ce qui est prioritaire en fait, tu vois ? Parce que quand on monte sa boîte, on a tendance au début à tout gérer à 360 degrés, et de savoir fixer l'objectif juste pour répartir ton énergie, ton temps, ton investissement personnel ou même financier, mais en tout cas d'être
d'être clair sur, ok, il me faut juste le 16. Ouais. Tu vois, j'en discutais avec mon prof de voile, qui a 18 ans, que je salue, Lucien, qui me disait, mais en fait, moi, pour le bac, je savais qu'il me fallait 10, tu vois, ou il me fallait telle note, 12, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, c'était bas, tu vois, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de le bac, j'essaye d'avoir le plus possible, tu vois. Il disait, moi, j'avais besoin de 12 pour passer dans l'école que je voulais, donc j'allais naviguer, j'arrivais parfois avec du sel dans les cheveux pendant les épreuves, mais ma note, c'était 12, quoi. Et je trouve que c'est très mûr de se dire, aussi jeune, en fait, j'ai pas besoin d'avoir la note la plus haute, j'ai pas besoin de toucher l'objectif le plus ambitieux, il me faut juste ça. Donc je m'économise, en fait, j'optimise pour être juste à ce niveau-là, quoi. Ouais. Oui. J'adore. Ouais. Mais c'est très important parce que j'aurais pas pu à la fois... En fait, c'est se répartir un peu son temps et son énergie. Et si j'ai 100%, je peux pas donner 100% à la voile et 100% au cours. Du coup, je répartis ça et peut-être que pour avoir 16 de moyenne, il va me falloir donner 40% pour les cours. Et après, j'utilise mes 60% pour le reste. Et t'arrives à estimer ça ? Toi, ça a l'air naturel pour toi de dire... finalement, pour telle moyenne, tel objectif, je répartis tant d'énergie. Tu arrives à faire ça, naturellement? Inconsciemment, je pense. Ok. Je mets pas des chiffres tous les jours de combien je mets. Mais et ça, c'est une nouvelle organisation que je découvre. Et je pense que j'aurais pas réussi sans cette organisation. Et je me rappelle avoir des discussions avec mon entraîneur où ça a été dur. Hein. Il me disait, tu peux gérer que 2 choses à la fois. Et du coup, il me disait, là, t'as les cours, t'as la voile, t'as ta famille, t'as tes amis, faut choisir. T'en prends que 2. Ok. Et ça, j'avais du mal à l'entendre. Je disais, mais c'est horrible. Du coup, je choisis la voile plutôt que ma famille ou plutôt que mes amis. Maintenant, je me rends compte que peut-être qu'il a raison. Je voulais pas l'entendre avant. Je disais, non, mais il dit n'importe quoi. Moi, j'aurais quand même des amis. Oui, en tout cas, je pourrais me partager sur ces différentes sphères. Ouais. Et au final, je pense que il y a une part de vérité, mais en même temps, je peux avoir des jours où je vais faire passer mes amis et des périodes où des périodes où je me concentre sur ces 2 choses, sur la voile et sur les cours, et des moments où je rééquilibre un peu parce qu'on peut pas vivre que de la voile et des cours. Oui, en fait, ce que j'entends et ce que j'aimerais proposer en invitation, c'est finalement tu fais le point sur les différentes sphères de ta vie où tu as des objectifs. Avec ses amis, l'objectif, c'est de passer du bon temps et de se ressourcer, tu vois. C'est de se faire du bien, en fait, de fréquenter les gens qu'on aime. Et finalement, tu as des différentes sphères et tu évalues ce qui est prioritaire et t'ajustes de façon transitoire en fonction aussi de tes besoins. Donc l'invitation pour vous qui nous écoutez, ce serait finalement de faire le point sur ces sphères et qu'est-ce qui est prioritaire à un moment donné dans votre calendrier et d'accepter ça, en fait, d'accepter qu'à un moment donné vous laissez tomber telle sphère, enfin vous laissez tomber, vous la mettez de côté. Oui, c'est ça. En tout cas, vous la mettez de côté plutôt que de la laisser tomber. Vous priorisez et cette sphère, elle est moins importante pour l'instant. Ça peut être autant le couple, les enfants, du temps pour soi. Dans l'entrepreneuriat, ça peut être sur le plan professionnel. Dans toutes les sphères de votre entreprise, il y a peut-être des choses qui sont moins prioritaires. En tout cas, de faire un état des lieux et de voir comment vous optimisez votre temps et votre énergie. On arrive à Dauphine. Ouais, on arrive à Dauphine. Je me pose la question à moi-même, pourquoi Dauphine ? Pourquoi Dauphine ? Du coup, je suis à fond dans la voile pendant toute mon année terminale. Je veux vraiment continuer. Je me dis... je me suis toujours vue continuer, en fait. Le déménagement à La Rochelle. Du coup, je ne l'ai pas précisé, peut-être. Quand tu étais en Pôle France ? Ouais, pour tout le lycée, en fait... j'ai complètement oublié de préciser ça. C'est pas grave, c'est simplement qu'à partir du moment où tu rentres en Pôle France, en Pôle Espoir, tes 3 années de lycée, tu les passes à La Rochelle. Exactement.
exactement. Je commence à m'entraîner avec le pôle espoir de Marseille et au dernier moment, je décide d'aller au pôle espoir de La Rochelle. Tu choisis le meilleur pôle espoir. Okay, je change d'avis. Pragmatique et stratège. Soyez pragmatique et stratège. C'est clair. Ok. Voilà, une décision. On m'a dit t'as une semaine pour choisir, t'as été acceptée dans tous les pôles espoirs, tu prends lequel? Du coup, j'ai décidé d'aller à La Rochelle. Parce que voilà, pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux, les meilleurs entraîneurs et la meilleure structure. Et je passe 3 ans à La Rochelle. Je me dis quand même, c'est un gros changement parce que La Rochelle-Montpellier, ça se fait pas très bien en train. Je descends très rarement, je vois peu ma famille. Et je me dis, j'ai pas fait tous ces sacrifices pour arrêter à la fin de la terminale. Et plus ça va, plus je suis sûre de ça. Du coup, je veux continuer. Et c'est génial d'avoir... j'ai réussi mes objectifs en jeune, mais j'ai envie d'aller plus loin et de voir ce que je peux faire. Sachant que j'ai déjà toutes les portes qui sont ouvertes dès la terminale. Donc en fait, la transition, elle est facile et je vais juste continuer à faire ce que j'ai déjà commencé à faire. Mais en faisant mes études au lieu du lycée. Ce qui est quand même un autre niveau. Donc pendant l'année de terminale, toute l'année, j'ai dit que je veux faire Sciences Po. Ouais. Je veux faire Sciences Po. J'ai voulu faire beaucoup de choses. Mais Sciences Po, c'est toujours resté. C'est des matières qui m'intéressent. C'est une bonne école. C'est à Paris. J'ai toujours voulu étudier à Paris. Il y a un aménagement pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est Sciences Po. C'est la bonne solution. En fait, tu fais ton choix sur des écoles type Sciences Po qui sont prestigieuses, qui ont bonne réputation et qui surtout t'ouvrent un carnet d'adresses hyper intéressant. Mais surtout, tu sélectionnes tes écoles en fonction du sport-études qui peut être aménagé dans le parcours. C'est ça. C'est ça qui fait la shortlist en fait. Exactement. C'était le premier critère parce que quand je suis sur Parcoursup, je mets le critère aménagement sportif de haut niveau et je ne regarde pas... parce qu'il n'y a pas d'aménagement en fait. Et je me suis même pas posé la question de regarder peut-être une autre école, peut-être mieux, s'il n'y avait pas d'aménagement, et je voulais absolument faire les deux. Je regarde les écoles où il y a des aménagements, dans les milieux qui me plaisent, et les meilleures écoles. Et c'est Sciences Po qui ressort. Et pendant un moment, je me dis que je veux faire ça, et puis en discutant... je rencontre une fille qui fait du sport de haut niveau comme moi, qui est en pôle France et qui est à Dauphine. Et je me renseigne et en fait, je vois que ça ressemble beaucoup à Sciences Po, mais que c'est plus scientifique, plus économique, mathématique. Et du coup, je me dis, c'est parfait, c'est le même niveau de prestige, mais c'est plus des matières qui m'intéressent. Donc, je postule aussi pour Dauphine et je suis acceptée aux deux. Du coup, j'ai la chance de choisir. Et au final, je me suis dit que fallait que je fasse ce qui me plaisait le plus. Ouais. Et ce qui me plaisait le plus, du coup, c'était l'éco et les maths. Donc, je pars à Dauphine. Et là, à peu près comme pour tout, j'attends la veille de la rentrée pour appeler la fille que je connais et lui dire « Bon, ça se passe comment à Dauphine ?» La méthode de tête dans le sable. C'est ça. Je sais que ça va me plaire parce que c'est ce qui m'intéresse. Je sais que c'est aménagé, mais après, c'est stressant de commencer à se projeter, de se dire mais comment je vais faire pour les cours, est-ce que c'est dur, comment est-ce que je vais... Du coup, je sais que ça va le faire, mais j'évite de me poser la question et c'est qu'au dernier moment où je fais bon. Ouais, en fait, tu sais que ça va le faire, mais tu te poses pas les questions de comment ça va se faire. C'est ça que j'entends dans la méthode tête dans le sable. Ouais. C'est que tu sais que tu vas t'en sortir, mais tu veux pas rentrer dans les scénarios potentiels de si jamais ou ça pourrait mal se passer. Mais c'est une forme d'état d'esprit, tu vois, qui a son efficacité. Hein. Plutôt que de tout poser sur papier pour te rassurer, de poser les peurs, de les verbaliser, toi, tu te dis on verra bien le jour J, quoi. Ouais. Je précise quand même que quand c'est moins stressant, j'arrive à prendre le temps de réfléchir et je mets beaucoup de choses par écrit. De poser et de rationaliser. Ouais. Mais là, c'est des choix tellement importants que tu peux pas... comme le choix de partir à La Rochelle, tu peux pas vraiment peser les pour et les contre de tous les trucs. Et juste, je me dis, La Rochelle, je le sens bien. Ça va... Genre, je sais que dans tous les cas, peu importe le pôle que je choisis, ça va bien se passer. Ouais, et je le sens mieux à La Rochelle. Et du coup, je décide ça alors que j'ai jamais mis les pieds à La Rochelle. Et
Et genre, je verrai bien comment ça se passe et je n'y pense pas jusqu'à ce que j'arrive à La Rochelle et que je me dise, bon, maintenant j'y suis. Comment j'ai fait? Et ouais, pour les choix importants, je pense que ça me préserve, sinon c'est trop de stress. Ouais. Oui, et puis parfois, une décision, elle se prend pas de façon rationnelle. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est instinctif, c'est intuitif, tu vois. C'est, bon, je le sens bien, tu vois, tu le dis comme ça, je le sens bien et on verra le jour J. Donc c'est... pour moi, c'est une méthode comme une autre, et comme tu le dis, elle est ponctuelle, et elle est sur des choses qui te dépassent presque, dans la possibilité que tu as de tout décider et de tout poser. Ouais. Bah là, récemment, du coup, j'ai dû choisir. J'ai pas encore vraiment fait mon choix, mais mes orientations pour mes études, pour après, pour les masters et tout, et j'ai essayé d'être rationnelle, de prendre tous les masters que je pouvais faire, de me poser la question des débouchés, de comment c'était aménageable, de tout. Et plus je vais dans mes recherches, plus je me rends compte qu'il y a un truc qui me plaît et en fait j'essaie d'être rationnelle, mais maintenant j'ai décidé que je voulais faire ça, donc je peux faire tout ce que je veux, je sais que je ne changerai pas d'avis. Et du coup là, il te reste combien de temps à Dauphine encore? Alors ça dépend. Ça dépend de comment je décide d'aménager mes cours. Ok, d'accord. Parce que du coup, je suis rentrée à Dauphine en tant que sportive de haut niveau. En tant que sportive de haut niveau, on a un programme particulier où on a une classe en fait avec tous les sportifs de haut niveau, artistes de haut niveau et entrepreneurs. Ok. On est réunis pour un cursus de 3 ans. En fait, on fait une licence, ils appellent ça Sciences des organisations. Donc c'est une sorte de licence d'éco-gestion, mais hyper pluridisciplinaire, où on fait du droit, de la Sciences Po et de la compta, de toutes les matières. Ouais. Comment gérer l'organisation en fait. Ouais, c'est vraiment très très général, et moi ça me plaisait beaucoup parce que vu que j'aimais tout et que j'arrivais pas à me décider et que je voulais un peu tout étudier, c'était vraiment, vraiment parfait. Et en plus c'est aménagé, on a cours que le mardi matin et le jeudi matin. Donc ça nous laisse vraiment beaucoup de temps dans la semaine pour faire nos talents, on appelle ça, on est la classe des talents. C'est top pour les étudiants qui sont sur Paris. Pour moi c'est un peu plus compliqué parce que je m'entraîne pas à Paris, je m'entraîne à La Rochelle, maintenant à la Grande Motte, et surtout plus de la moitié du temps en déplacement un peu partout. Donc j'ai beau avoir des aménagements, je rate quand même beaucoup de cours. Ok. On me voit pas souvent à Dauphine en général, quand je viens c'est... C'est express, c'est pour récupérer les cours et les tests. Tout le monde est surpris, mais Théa, qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? En tout cas, il y a une souplesse et un aménagement de la part de Dauphine. Ouais. Et encore plus pour toi qui, en fait, pour des raisons géographiques, simplement pour développer ton talent, tu as besoin de te déplacer. Ouais. Là où des profils artistiques, Paris, c'est royal d'être à Paris et d'avoir 2 jours de cours. Donc tu arrives à combiner les deux. C'est clair. Du coup, oui, je suis un peu le cas particulier où pour les autres c'est parfait. Pour moi, c'est un peu plus difficile parce que je rate des cours. On me permet d'être absente et de rater les cours. Mais ça demande quand même énormément d'autonomie parce qu'il faut les récupérer toute seule. Du coup, s'arranger avec les élèves. Il y a quand même des cours qui sont enregistrés. Donc, je peux à peu près tout faire avec mon ordi. Mais si je travaille pas, il va rien se passer parce que j'ai pas à me lever le matin pour aller en cours. Oui, et puis, je sais pas pour toi, mais en tout cas, ce que j'entends dans les partages de formation en ligne, c'est qu'une formation en ligne, c'est quand même différent qu'une présence en cours. Ouais. Là, c'est pas la même attitude, c'est pas la même posture. Une formation ou un cours qui a été enregistré. C'est la fin de cette première partie d'épisode. J'espère que vous aurez appris du parcours de Théa et de son état d'esprit. Cet état d'esprit de donner le meilleur dans tout ce qu'elle fait. Dans la seconde partie, en route pour les JO, avec une organisation au millimètre et une préparation mentale et physique de championne. À très bientôt.